entendre n'est pas celle d'un mauvais film épique, ou même celle de la dernière scène d'un jeu vidéo où il faut tuer le grand méchant. Cette musique, elle a été commandée par nul autre que Nicolas Sarkozy pour l'accompagner lors de ses meetings pendant la campagne de 2012. Elle s'intitule Course à la victoire. Elle a nécessité le travail d'un compositeur de musique de film et a été enregistrée par un orchestre de 80 musiciens à Sofia en Bulgarie. Tous ces moyens ont été mis en place parce que l'ancien président de la République voulait que cette hymne de campagne ait, je cite, la progression du boléro de Ravel et la grandiloquence de Wagner. Rien que ça. Alors, je sais pas si on vous a déjà composé une symphonie, mais cela a bel et bien un prix. Et le problème avec la musique dont on parle, c'est que le prix change en fonction de la personne à laquelle on le demande. En effet, Nicolas Sarkozy déclare s'être fait offert, cette hymne de campagne. L'organisme chargé de vérifier les comptes de campagne, quant à lui, dit avoir reçu une facture de 43 000 €, alors que le compositeur lui-même assure que son entreprise a facturé la prestation à la hauteur de 86 000 €. Et c'est là toute la complexité de l'affaire Big Malion, ou comment un parti, ou un candidat, ou une entreprise ont fait disparaître des dizaines de millions d'euros pour pouvoir échapper au budget palier imposé par l'État. Bon, pour que ça soit plus clair pour vous, comme je vois que je me doute que ça va être un peu compliqué, on va essayer de tout remettre en contexte. Tout commence en 2012. Nicolas Sarkozy, c'est le président de la République et il est candidat à sa propre succession aux prochaines élections présidentielles de mai 2012. Son principal rival, c'est François Hollande. Dans les mois qui précèdent le premier tour des élections, le candidat Sarkozy et son parti, l'UMP, vont organiser des meetings dans toute la France, pour partir à la rencontre des fidèles partisans, mais aussi pour essayer de convaincre d'autres Français. Jusque-là, rien d'anormal. Le président en service, il est très exigeant quant à l'organisation de ces meetings, et il les veut les plus spectaculaires possibles. Pour cela, il fait appel à une entreprise de communication pour tout gérer. C'est l'entreprise Big Malion. Le choix de cette entreprise, il n'est pas anodin, parce que Big Malion est dirigé par deux personnes, Bastien Millot et Guy Elves, qui sont des amis du secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, parce qu'ils l'ont rencontré alors que Jean-François Copé était maire de la ville de Meaux. Plus précisément, l'organisation des meetings va être confiée à une filiale de ce grand groupe Big Malion, et cette filiale, elle s'appelle Event & Company. Tout sera donc géré sur le terrain par le directeur de Event & Company qui s'appelle Franck Attal. C'est le monsieur meeting. Nicolas Sarkozy veut mettre le paquet pour ces meetings. Alors, écran de 100 mètres de long, une capacité d'accueil extraordinaire, des caméras grues hors de prix, tout est mis à leur disposition pour la réalisation de ces meetings. Tout sera donc géré, comme on l'a dit, sur le terrain par Franck Attal, qui est l'homme sur les lieux et qui est chargé de vérifier. C'est par exemple lui qui va conduire le candidat Sarkozy jusqu'à son pupitre pendant les meetings à travers la foule. En plus d'utiliser des équipements très sophistiqués, on dira même de l'organisation des meetings de Nicolas Sarkozy qui nécessitait autant de moyens que ceux d'un film, son équipe de campagne n'hésite pas à demander à aménager un aéroport entier à la Réunion ou même de diffuser son meeting en multiplex dans 7 villes différentes en France. On dira aussi des meetings de Nicolas Sarkozy qu'il suscite un engouement égal à l'engouement que suscite Beyoncé au Stade de France. Guy Elves, le patron de Big Malion, résumera ça très bien, puisqu'il dira, je cite, « On nous demande de faire que ce soit beau, que ce soit efficace, que ça ait de la gueule et que ça passe à la télé. » Jusque-là, tout va bien, me direz-vous. Nicolas Sarkozy organise de grands meetings pour gagner les élections. Il n'y a pas de problème. Mais je vous dirais que si. Il y a bel et bien un problème. C'est un peu le même que celui pour l'hymne de campagne qu'on a vu tout à l'heure. Comment le candidat finance-t-il tout ça et est-ce que cela respecte la loi? Parce que oui, il y a bel et bien une loi qui régule les finances des comptes de campagne. Mais je vais laisser Lina vous expliquer tout ça. 21 719 956 €, c'est le coût de la campagne pour l'élection présidentielle de François Hollande en 2012. Un budget très contrôlé qui ne doit rien au hasard. Depuis 1988, le financement des campagnes est réglementé par l'État. C'est le 16 novembre dernier que le chef de l'État souhaite qu'on réforme au plus vite les systèmes de financement des campagnes et des partis politiques. Une des réformes mises en place, c'est le plafonnement des budgets de campagne pour les candidats. Pour vérifier que personne ne dépasse le plafond, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques veille au grain. Des comptes qui atterriront inéluctablement ici à la Commission nationale des comptes de campagne. Des milliers de dossiers épluchés par des fonctionnaires à l'affût de toute infraction. Une partie de la campagne peut être remboursée par l'État si le candidat a bien suivi toutes les règles du jeu. Et voici le calcul fait par la Commission. Si un candidat fait moins de 5% à l'élection, l'État lui rembourse à hauteur de 4,75% du plafond autorisé, soit 800 423 € maximum. Et si le candidat fait plus de 5% au premier tour, c'est près de la moitié des 16 851 000 € qui peuvent être remboursés.
Mais si le candidat ne respecte pas les règles de plafonnement, alors la conséquence est simple. Pas de remboursement de la campagne. En 2012, Nicolas Sarkozy a dépassé le plafond autorisé. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lui a donc remboursé 0 €. Donc comme vous pouvez le voir, le financement d'une campagne n'est pas qu'un petit détail à prendre en compte parce qu'il est très régulé et si le candidat ne respecte pas la règle, cela peut coûter très cher et dans les deux sens du terme. Du côté de Nicolas Sarkozy, voilà comment il gérait sa campagne. Il a, comme les autres candidats, une équipe qui est chargée de gérer sa campagne donc, et la communication qui va autour. En 2012, sa campagne est supervisée par Guillaume Lambert, qui est donc le directeur de campagne, et Jérôme Lavrieux, qui est le directeur adjoint de la campagne en charge des meetings. C'est eux aussi des proches de l'UMP, donc ils n'ont pas été choisis au hasard. Pour ce qui est du financement de la campagne, il se fait avec un organisme et un compte spécial qui est créé pour l'occasion, qui s'appelle l'Association de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Puisque le financement, il ne peut pas se faire par le parti du candidat, c'est illégal. Donc c'est cette fameuse association qui va payer pour toutes les dépenses de campagne qui ne doivent pas dépasser le palier prévu par la loi, ce palier qui est d'environ 22 millions d'euros. Pourtant, du côté du clan Sarkozy, en 2012, on ne fait pas très attention aux dépenses. Par exemple, pour la caméra grue dont je pouvais parler tout à l'heure, il faudra compter 14 500 € par prestation pour l'obtenir. Et il n'y a pas que ça à prendre en compte, parce qu'il y a aussi la location des lieux où se passent les meetings, les transports des militants vers les lieux de meeting, le salaire des techniciens et des employés de Pygmalion, ou même la location d'un avion Falcon pendant toute la durée de la campagne. Donc tout ça coûte très très cher, mais personne n'est alerté par la montée des dépenses, si bien même que Franck Attal, donc, qui est l'organisateur des meetings, l'homme sur place, il n'est pas au courant d'un budget particulier, et encore moins d'une loi qui le limite, du coup. On lui laisse vraiment carte blanche et on ne veut pas que la qualité des meetings baisse au profit du budget. Mais les factures s'accumulent. Et les meetings coûtent cher, très cher. Si bien qu'après les tout premiers meetings de la campagne, le 7 mars 2012, le directeur de campagne, donc Guillaume Lambert, reçoit une note des experts comptables qui supervisent la campagne, qui sont effrayés par la montée des dépenses. Et sur cette note des experts, ils indiquent aussi que si l'intensité des meetings et des dépenses ne faiblit pas, le plafond qui est prévu par la loi donc de 22 millions d'euros va très très vite être dépassé. Mais malgré cela, personne ne semble au courant. Et 4 jours plus tard, va être organisé un meeting un petit peu spécial, ça sera le meeting de Villepinte. Il est un peu spécial parce que c'est le plus gros meeting de la campagne de Nicolas Sarkozy, et c'est celui qui va coûter le plus cher, parce que l'équipe de Nicolas Sarkozy devra débourser pas moins de 5 619 405 € pour cette seule et unique prestation, soit environ un quart du total autorisé par l'État. Le lendemain de ce qui était vraiment un show politique à l'américaine, Guillaume Lambert, qui est le directeur de campagne, va prévenir Nicolas Sarkozy de l'état des finances de la campagne, qui est alarmant, mais le même jour, il va aussi y avoir un sondage qui va être publié, donc un sondage IFOP, qui va placer le candidat de Nicolas Sarkozy devant le candidat Hollande pour le premier tour. Donc ça, on dit que, cette projection, donc ce sondage, le fait que Nicolas Sarkozy arrive devant, on dit que c'est grâce à l'effet meeting. Donc les meetings sont une recette qui marche. Alors l'équipe de campagne va continuer à ne pas faire attention et à débourser des sommes faramineuses. Oui, mais voilà. À la fin du mois de mars, l'équipe de campagne doit déjà 10 millions d'euros à l'entreprise Pygmalion qui a organisé tous les meetings depuis le début de la campagne et qui attend d'être payée pour pouvoir payer à son tour ses sous-traitants. Les responsables de Pygmalion, Guy Elves et Bastien Milot, sont alors convoqués par le staff de Nicolas Sarkozy et plus particulièrement par Jérôme Lavrieux qui va leur proposer une combine. Jérôme Lavrieux, donc le directeur adjoint de la campagne, il va expliquer clairement la situation à Pygmalion. Et il va dire clairement que le compte du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, il est à sec. Ils ne sont pas en capacité de payer l'entreprise de communication, ou bien ils dépasseront le plafond autorisé de 22 millions d'euros. Il va alors aller plus loin et demander à l'entreprise de déplacer la facturation d'une partie de l'argent qu'il doit à Pygmalion vers l'UMP si l'entreprise veut être payée. De cette façon, l'équipe de campagne serait sûre de ne pas dépasser la limite imposée par la loi qui, elle, contrôle l'association du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Comme nous l'avons vu précédemment, faire payer les factures de campagne vers un parti est interdit par la loi. Pourtant, c'est bien cela que propose l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy au patron de Pygmalion. Guy Elves, donc un patron de Pygmalion, dira plus tard qu'il n'avait pas vraiment le choix que d'accepter cette offre, parce que s'il n'acceptait pas cette combine, cela aurait fait couler son entreprise. En effet, ne pas accepter l'offre, ça aurait revenu à ne pas être payé pour les prestations qu'il avait déjà faites, et donc à ne pas pouvoir régler ses sous-traitants, ce qui aurait entraîné à enterrer son entreprise en quelque sorte. Alors que s'il acceptait, il pouvait, avec l'argent de l'UMP, régler ses factures et faire survivre son entreprise.
Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment ont été dissimulés ces prix. Pour ne pas alerter les soupçons de l'entreprise, l'entreprise Big Malion va tenir une double comptabilité avec des factures avec des prix très réduits pour l'association de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy pour les meetings. Pour l'argent qu'il reste à payer à Big Malion, l'entreprise de communication facturait à l'UMP des fausses conventions. On verra plus tard. Pour ce qui est des fausses factures, elles se présentent comme des feuilles Excel que vous pouvez voir à l'écran actuellement. Et il y en a une pour chaque meeting. Chaque feuille Excel a 3 colonnes différentes. Je vais vous détailler chacune des colonnes. La première partie, donc la première colonne, c'est le montant qui est déclaré à la commission des comptes de campagne et qui est payé par l'association de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. La colonne du milieu, elle, c'est le prix réel de chaque meeting, qui est donc dissimulé. Et la dernière colonne, c'est celle de droite, c'est le montant non déclaré à la commission des comptes de campagne, qui sera réglé par l'UMP en secret, ce qui équivaut à la soustraction des 2 colonnes précédentes. Soyons plus clairs avec quelques exemples et quelques chiffres. Sur ces factures qu'on a pu voir, les chiffres sont extrêmement différents. Ainsi, d'une colonne à une autre, le prix d'un gradin, par exemple, pour un seul meeting passe de 25 467 € à 3 280 €. Ou bien le prix du post vidéo, pour un seul meeting, là aussi, peut passer de 236 000 € à 30 397 €. En moyenne, les prix sont divisés par 7, par rapport à ceux qui sont déclarés devant la commission des comptes de campagne. Pour verser l'argent qui reste, l'UMP met au point un autre stratagème pour ne pas alerter les commissions de contrôle. Le parti va créer des fausses conventions, des réunions fictives qui n'ont jamais eu lieu et qui ne servent qu'à créer un prétexte pour rembourser l'entreprise de communication. C'est donc 55 conventions sur des termes variés, justice, valeur ou les ultramarins de l'Hexagone qui vont être forcément organisés juste pour rembourser l'UMP. Cette facture par exemple que l'on voit à l'écran, c'est celle d'une fausse convention qui aurait coûté 2 181 519,98 € d'organisation à l'UMP. De cette façon, l'UMP aurait pu virer 12,7 millions d'euros à Big Malion sans inquiéter les commissions de contrôle des comptes de campagne. Grâce à ce processus, le clan de Nicolas Sarkozy peut enchaîner les meetings sans avoir peur de déplacer le plafond autorisé par la loi. Le 22 avril, Nicolas Sarkozy est qualifié pour le second tour des élections présidentielles, mais arrive quand même derrière François Hollande. Du coup, les meetings doivent continuer pour le second tour, jusqu'au second tour. Malgré la technique trouvée par l'équipe de campagne, en accord avec Big Malion pour cacher le prix réel de la campagne, le 26 avril, il y a encore une alerte des experts comptables qui cette fois-ci s'adresse directement à Nicolas Sarkozy. Pourtant, une fois de plus, les meetings continuent. Le lendemain de cette alerte, c'est carrément la directrice financière de l'UMP qui alerte le secrétaire général, donc Jean-François Copé, et qui lui dit clairement que le parti est ruiné. Mais les derniers meetings, encore une fois, ont toujours lieu, jusqu'au dernier meeting de Nicolas Sarkozy qui aura lieu sur l'esplanade du Trocadéro, alors que la même journée, celui de François Hollande, lui, aura lieu à Nevers, ce qui montre un peu l'écart d'organisation des prestations entre les deux candidats. La suite, nous la connaissons tous. Nicolas Sarkozy perdra le second tour des élections présidentielles pour 1,5 point. Il dira plus tard que ce point et demi qui lui manquait pour gagner, il l'a perdu à cause des révélations du pure player Mediapart qui accusait l'ancien chef d'État d'avoir eu recours à l'aide de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi pour le financement de sa campagne de 2007. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Nantes, Caen, les Sables-d'Olonne, en passant par La Réunion ou Marseille, Nicolas Sarkozy a fait en tout 44 meetings pour cette campagne de 2012, le tout en 2 mois et demi, soit avec un rythme donc environ de 1 meeting tous les 2 jours. À titre de comparaison, lui, François Hollande, n'en a fait que 10. 44 meetings. 44 meetings pas entièrement déclarés. On estime le préjudice donc de la fraude de Nicolas Sarkozy à 18 millions d'euros qui auraient été réglés par l'UMP en secret. Si on additionne ces 18 millions d'euros illégaux aux 22 millions qui sont le budget autorisé par la commission des comptes de campagne, on obtient 40 millions d'euros. Donc en tout, la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 aurait coûté 40 millions d'euros, soit près de 2 fois la limite autorisée par la loi. Comme vous pouvez le voir, c'est une affaire très complexe, et tout ce que je viens de vous expliquer, on ne le savait pas encore à l'époque. La preuve. En juillet 2013, le Conseil constitutionnel va invalider la demande de remboursement du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, auquel il pouvait avoir le droit en passant le second tour. Mais en 2013, si on refuse ce remboursement, c'est seulement pour un dépassement de frais de campagne de 466 118 €, et donc en plus des 22 millions autorisés par l'État. Le Conseil constitutionnel, comme on l'a vu, il va seulement sanctionner pour cette somme d'argent-là, et il est loin de se douter qu'il y a aussi 18 millions d'euros de frais de campagne en trop. Cette décision du Conseil constitutionnel renforce un peu plus la crise qui est traversée par l'UMP en 2013, qui est complètement fauchée. Pendant la fin de l'année 2013, donc, le parti va faire appel aux dons,
de ses adhérents et aussi des grandes figures du parti, ce que les médias appelleront le sarcoton, et ils vont réussir à récolter environ 11 millions d'euros. Bref, on vient de le voir, malgré la sanction de 2013, on n'a encore aucune idée de l'ampleur de l'affaire. Il faudra attendre le 27 février 2014 pour que Emmanuel Beretta, un journaliste au journal Le Point, publie un article sur les liens qui unissaient Jean-François Copé au patron de Big Malion. Dans cette enquête, le journaliste s'intéresse qu'aux grosses sommes que l'entreprise a reçues pour avoir organisé les conventions de l'UMP. C'est en réalité une enquête qui porte surtout sur Jean-François Copé, d'ailleurs on parlera d'affaire Copé et pas du tout encore d'affaire Big Malion. La droite va commencer à se diviser entre ceux qui vont soutenir Copé, comme Alain Juppé, et ceux qui vont l'accabler, comme Lionel Tardy par exemple. Après la publication de cet article, une enquête préliminaire est ouverte pour faux abus de biens sociaux et abus de confiance sur Big Malion et sa filiale. La justice donc va commencer, après cet article, sérieusement à s'intéresser à la comptabilité de Big Malion. Dans un second temps, c'est le journal Libération, en mai, qui va pousser les accusations plus loin parce que le quotidien, on va le voir, va directement émettre l'hypothèse que les conventions de 2012 n'ont servi qu'à maquiller les virements de l'UMP vers Big Malion. C'est la journaliste Violette Lazare qui écrira dans le journal « Mais ce sont les conventions qui sont les plus intrigantes. Ont-elles existé ? Parmi les 55 organisées, seules quelques-unes ont laissé des traces sur le site de l'UMP. La supercherie donc commence à être percée à gros jour. Mais c'est bien Big Malion qui est accusé d'avoir surfacturé les conventions de l'UMP, alors que, comme on a pu le voir, c'est vraiment l'UMP qui est le chef d'orchestre de toute cette arnaque. Peu après, c'est au tour du journal Le Monde qui va aussi mettre de l'huile sur le feu. Il va déclarer que les fausses factures n'ont pas été faites, comme on le croit à l'époque, pour l'enrichissement personnel d'un des cadres de l'UMP, mais bel et bien pour cacher les dépenses de la campagne de Nicolas Sarkozy à la loi. Puis, tout va changer le temps d'un lundi. C'est dans un contexte de résultats aux élections européennes qui ont montré une forte progression de l'extrême droite que l'affaire va s'accélérer. Pour balayer les accusations de l'entreprise de communication, l'avocat de Big Malion, Patrick Maisonneuve, va, le 26 mai, lâcher une bombe. Il va en quelque sorte valider les accusations que Le Monde avait fait et révéler que l'UMP a bel et bien réglé des fausses factures, dans l'unique but de ne pas faire exploser les comptes de campagne. Il va aussi placer son client, donc l'entreprise Big Malion, comme une victime d'un chantage économique mené par l'UMP. Affirmation que vont bien sûr réfuter tous les cadres de l'UMP ainsi que son trésorier. Suite à cela, c'est le directeur adjoint en charge des meetings de Nicolas Sarkozy qui est fraîchement élu député européen donc de la veille, qui va s'exprimer sur le plateau de Rutel-Krief sur BFM TV. Larmoyant et la voix tremblante, Jérôme Lavrieux va donner sa vision des faits et il va confirmer en quelque sorte toutes les accusations qui lui sont portées et en quelque sorte il va aussi valider ce que l'avocat de Big Malion avait dit quelques heures auparavant. Il parle bien d'une campagne qui s'est emballée, mais à aucun moment d'enrichissement personnel, là aussi. Il dédouane aussi Bastien Milhaud, qui selon lui ne s'est pas du tout occupé de la campagne. Les répercussions arrivent vite. Le 27 mai, Jean-François Copé va être contraint de démissionner de son poste de secrétaire général de l'UMP à cause de son rôle présumé dans l'affaire Big Malion. Donc là, à partir de là, on parle vraiment d'affaire Big Malion. C'est un nouveau coup de couteau dans le ventre de l'UMP qui croule encore sous les dettes. On se demande même si le parti pourra survivre à tous ces scandales. Vont alors commencer les bouleversements et après tous ces bouleversements, les véritables interrogations. Nicolas Sarkozy était-il au courant de la mise en place de cette double comptabilité? À combien est estimée la fraude? Et qui en était le chef d'orchestre? Ce sont une nouvelle fois les médias qui vont dévoiler le montant des sommes d'argent qui ont été versées par l'UMP. Le JDD parle le 1er juin d'un montant de 11 millions d'euros de fausses factures. C'est finalement Mediapart qui achèvera les révélations le 17 juin 2014. Après avoir eu accès aux clés USB avec les fausses comptabilités, le pure player, ça va être le premier qui va écrire que le montant réel du préjudice est de 17 millions d'euros, ce qui se rapproche énormément du chiffre de 18 millions qu'on a vu précédemment. Dans les rangs du parti de la droite française, chacun va aller de son commentaire. Certains veulent que tous ceux qui ont été impliqués démissionnent. Ce qui est sûr, c'est que les adhérents sont en colère et ils le montrent, et commencent même pour certains à se désolidariser du parti. On commence aussi à entendre parler d'un potentiel changement de nom pour le parti, comme pour essayer d'effacer cette affaire avant la prochaine élection présidentielle. Et ce qui devait arriver arriva. Le 27 juin 2014, le parquet de Paris va ouvrir une enquête sur les liens qui initiaient l'entreprise Big Malion et l'UMP pendant la campagne de 2012. Les conséquences de cette affaire seront terribles puisqu'elle entraînera la perte de tous ses clients pour l'entreprise Big Malion et sa liquidation le 18 juillet 2014.
Pour ce qui est de Nicolas Sarkozy, il déclare ne rien savoir depuis le début de l'affaire. Pourtant, tous les regards vont commencer à se tourner vers lui lorsque le bilan de l'enquête préliminaire sera rendu public. Il paraîtra de moins en moins probable que l'ancien chef de l'État n'ait été au courant de rien, comme il le prétend. De plus, il est déjà inquiété dans beaucoup d'autres affaires, comme l'affaire Karachi, l'affaire Bettencourt ou l'affaire des écoutes. Un à un, les proches de Nicolas Sarkozy, les membres de l'équipe de campagne, les cadres de l'UMP ou de Big Malion seront auditionnés, mis en examen ou mis en garde à vue. Et les propos de tous ces acteurs vont être tous assez contradictoires entre ceux qui, comme Nicolas Sarkozy, disent ne jamais avoir été mis au courant de quoi que ce soit, et ceux qui accusent, qui disent que l'ancien chef de l'État avait ses responsabilités, ceux qui racontent ce qui s'est passé, ceux qui témoignent, enfin bref, il y a beaucoup de versions différentes. L'ancien président de la République sera quant à lui entendu le 7 septembre 2015 par les autorités. Pendant son audition, il va rester fidèle au discours qu'il a depuis le début, et il va même accuser d'autres gens, comme l'homme de terrain Franck Attal, ainsi que Jean-François Copé, entre autres, alors que tous ceux qui ont avoué accusent le chef de l'État, lui, d'avoir menti. Il sera finalement mis en examen le 16 février 2016. Après cela, le parquet demandera son renvoi devant la justice. Alors qu'il est toujours soupçonné, Nicolas Sarkozy va se présenter aux primaires du parti fraîchement renommé Les Républicains, donc anciennement UMP. Il va se présenter donc aux primaires de novembre 2016, destiné à élire le candidat de la droite pour les élections de 2017. 2 mois avant cette primaire est diffusé un épisode de Cache Investigation sur France 2 qui est consacré à l'affaire Big Malion et qui raconte toute l'histoire donc sous le prisme de Franck Attal. Cette enquête expose beaucoup d'éléments peu imaginables, voire même illogiques, qui sont contraires à ce que prétend l'ex-président depuis le début du scandale, comme quand il prétend ne pas connaître Franck Attal alors qu'on voit des images où ils sont ensemble. Elle montre aussi de nombreux documents, comme des factures ou les notes envoyées par les experts comptables, et l'émission sera très populaire parce qu'elle réunira près de 3,5 millions de Français et jouera sûrement un rôle dans le fait que 2 mois plus tard, donc, le candidat Sarkozy, traînant les casseroles de Big Malion, de l'affaire Bettencourt ou encore de l'affaire des écoutes inlassablement derrière lui, ne gagnera pas les élections des primaires de la droite. Aujourd'hui, en 2020, l'affaire n'est toujours pas terminée. Après avoir eu autant de recours qu'il le pouvait, finalement, l'ultime recours de Nicolas Sarkozy a été refusé en octobre 2019, donc c'est très récent. Ce qui confirme donc qu'il aura un procès en correctionnel. Il va donc être jugé pour financement de campagne illégale, risque 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Mais la date de son procès n'est pas encore posée. Jusque-là, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais ce qui n'empêche pas, comme on l'a vu, certains journalistes et dessinateurs de presse de rire de la situation, comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran et avec les images que je vous ai montrées avant. Alors voilà, je viens de vous parler d'un nouveau scandale politique qui a éclaté au grand jour, encore une fois, grâce aux médias, qui jouent un rôle depuis toujours crucial dans ce genre d'affaires. C'est avec les révélations qui ont été faites que les bouches se sont déliées et que la justice a commencé à réellement se pencher sur l'affaire. Cela a aussi eu, comme chaque fois, une incidence politique, puisque sans cette affaire, qui sait, peut-être que Nicolas Sarkozy aurait été le candidat de la droite aux élections présidentielles de 2017, et peut-être qu'il aurait été élu pour un second mandat. Donc peut-être qu'il aurait été président de la République. Mais bon, après, avec des si, on peut refaire le monde. Si j'avais eu le temps de vous parler un peu plus, je vous aurais parlé des guignols de l'info et comment ils ont su jouer, comme d'habitude, de la situation avec leurs marionnettes comme celles qu'on peut voir à l'écran. Et pour terminer rapidement, je dirais que c'est une affaire qui montre encore une fois le lien très étroit entre les politiques, le pouvoir et l'argent, et que ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci.